Quand les gens voient mes photos, on me dit souvent « Waouh, tu dois avoir un super appareil !» Et pourtant, je me contente simplement d'un petit Lumix G80, un appareil photo doté d'un capteur micro 4 tiers. C'est le premier appareil photo que j'ai acheté en 2019 quand je faisais mes premiers pas en photographie, et c'est toujours celui que j'utilise à l'heure actuelle pour mes sorties photos. Je l'ai acheté un peu par hasard pour être honnête parce que je ne savais même pas ce que voulaient dire tous ces termes techniques, micro 4 tiers, APS-C, plein format. Si c'est également votre cas et que le titre de cette vidéo ne vous parle absolument pas, je vais vous expliquer très rapidement pour que le sujet soit clair dès le début. Ce sont 3 tailles de capteurs différentes. Le micro 4 tiers est plus petit que l'APS-C, qui lui-même est plus petit que le plein format. Pour grossir le trait, on a le petit, le moyen et le grand capteur. De manière assez logique, plus le capteur est grand, plus l'appareil photo sera performant. On va voir dans la suite de cette vidéo ce que ça apporte concrètement dans notre pratique de la photographie. Et si je fais cette vidéo, c'est pour une bonne raison, je veux redorer le blason du micro 4 tiers. Parce que tout le monde n'a Dieu que pour le plein format. Le plein format, c'est un peu considéré comme le saint graal de la photographie. Mais il n'est plus seulement dédié aux professionnels, car les constructeurs ciblent de plus en plus les amateurs sérieux. De l'autre côté, le micro 4 tiers est plutôt perçu comme du matériel entrée de gamme qui permet de découvrir en douceur l'univers de la photographie avant de rapidement passer à autre chose. Il n'y a qu'à voir les différentes chaînes qui parlent matos, vos créateurs de contenu préférés ou même vos amis photographes dans votre entourage. Le plein format est omniprésent et fait de l'ombre aux autres tailles de capteurs. Mais alors pourquoi je m'obstine à utiliser un capteur plus petit si celui-ci est moins performant? Eh bien même si un plus grand capteur offre de nombreux avantages, il y aura quand même des compromis à faire pour en bénéficier. On va parler de tout ça, mais je tiens d'abord à préciser que je ne vais pas faire un comparatif technique de ces capteurs parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Je vais plutôt vous partager mon expérience personnelle et concrète du terrain et vous expliquer pourquoi, malgré le prestige associé au plein format, ma préférence va vers le micro 4 tiers. On va tout d'abord voir quelles sont les différentes tailles de capteurs et ce que je préconise pour du paysage. Comme on vient juste de voir, le micro 4 tiers, l'APS-C et le plein format sont les tailles de capteurs les plus répandues sur les hybrides et les réflexes. À eux trois, ils font partie de ce qu'on appelle la famille des grands capteurs. Mais il en existe d'autres. On a des capteurs bien plus petits qu'on retrouve sur les smartphones, les drones, les appareils photo compacts et les bridges. On a aussi un capteur plus grand qui est le moyen format, mais qui n'est pas vraiment grand public, c'est pour des usages plus spécifiques. À l'exception du moyen format, j'ai eu toutes sortes d'appareils photo qui sont passés entre mes mains. J'ai testé du plein format, j'ai testé des bridges, du compact, de l'APS-C. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas que l'expérience du micro 4 tiers, sinon cette vidéo ne serait pas très pertinente. Et de cette expérience, je vous assure que n'importe quel boîtier est capable de sortir de très belles images. Mais malgré ça, pour une personne qui veut s'investir sérieusement dans la photographie sans pour autant en faire son métier, je ne conseille pas de partir sur un capteur plus petit que le micro 4 tiers. C'est pas la petite taille de capteur qui est gênante en soi, c'est que le fait que ces appareils qui possèdent ces petits capteurs ne soient pour la plupart pas objectifs interchangeables, ce qui rend l'utilisation des effets créatifs plus compliquée. Les effets créatifs, c'est le fait de pouvoir figer une action rapide ou de réaliser une pause longue pour montrer le mouvement. C'est avoir la possibilité de détacher le sujet de son arrière-plan pour obtenir un joli bokeh, ou au contraire de rendre la scène entièrement nette. Et c'est surtout avoir la possibilité de doser chacun de ces effets à sa guise pour servir au mieux l'histoire que raconte notre photo. Un smartphone, un bridge ou un compact, pour moi c'est clairement un vélo avec des roulettes. Ça enlève en rien notre œil de photographe et notre capacité à trouver des compositions intéressantes, mais derrière on va difficilement pouvoir jouer avec ces effets. Dans ce cas, je peux dire que c'est une bonne entrée à la matière, mais que rapidement on va vouloir passer à autre chose. Retenez bien que le plus important c'est pas le boîtier en lui-même, mais bien l'objectif qu'on va fixer dessus. Il vaut mieux un boîtier bas de gamme avec de super objectifs que le contraire. Donc préconisez un appareil à objectif interchangeable, peu importe sa taille de capteur. C'est ça qui va vous permettre d'être vraiment créatif et de vous amuser. Au-delà de ça, si vous possédez un grand capteur, vous allez avoir quelques possibilités supplémentaires. Un grand capteur et donc tout particulièrement un plein format offre de nombreux avantages et c'est clairement ce que je recommande pour la plupart des photographes. Je vais vous faire la liste de ces avantages, mais je vais aussi vous montrer que pour quelqu'un comme moi qui fait uniquement du paysage, ces avantages ne sont pas si pertinents que ça. Premièrement, un grand capteur offre une meilleure plage dynamique. C'est l'argument numéro 1 qui est avancé et j'inclus aussi là-dedans la qualité d'image. La plage dynamique, c'est la différence de luminosité entre la partie la plus sombre et la plus claire de la scène et la capacité de l'appareil à retranscrire celle-ci sans perdre de détails. En photo de paysage, quand on photographie une scène très contrastée, on va souvent devoir choisir entre exposer correctement le ciel ou exposer correctement le premier plan. La photo ne retranscrit pas du tout ce qu'a pu voir notre œil qui a une plage dynamique bien plus élevée que nos appareils. Mais c'est ensuite avec le post-traitement qu'on va pouvoir retravailler la lumière et obtenir quelque chose de plus fidèle à la réalité. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de cramer les hautes lumières ou de boucher les ombres, car ce seront des détails qu'on ne pourra pas récupérer par la suite. Un appareil plein format avec une grande plage dynamique permet de récupérer ces détails, là où un petit capteur n'en sera pas capable, ce qui offre plus de flexibilité au post-traitement. Quand je suis parti au Vietnam avec mon Lumix il y a quelques années, j'avais totalement surexposé la quasi-totalité de mes photos parce que je ne savais pas du tout me servir de ma réglette d'exposition. Résultat, le ciel de mes photos était cramé et donc impossible de récupérer les détails en post-traitement. Si j'avais eu un plein format à ce moment-là, oui, j'aurais certainement pu récupérer ces détails et ça m'aurait sauvé quelques photos. Mais depuis ce voyage, j'ai appris à me servir de mon appareil et à mieux gérer mon exposition. Ça m'arrive encore de sous-exposer ou surexposer mes images, mais jamais au point de boucher mes ombres ou de cramer mon ciel, sauf quand c'est fait de manière volontaire. Et j'arrive toujours à récupérer les détails dont j'ai besoin, sans exception. Sur ces dernières années, je n'ai pas ressenti une seule fois que la plage dynamique de mon capteur était limitée ou qu'elle m'empêchait d'être créatif. Certes, elle est moins large que sur d'autres appareils, mais elle est amplement suffisante pour obtenir de très belles images, même dans des conditions de luminosité complexes. C'est sûr que les détails seront toujours un peu plus propres avec un grand capteur, que la qualité d'image sera supérieure,
Mais concrètement, cet écart de qualité ne se ressent absolument pas. En plaçant côte à côte une même scène prise sur micro 4 tiers et sur plein format, je vous assure que vous serez incapable de les discerner. Ceux qui disent le contraire sont des personnes obstinées par les tests en labo et les zooms à 400% dans l'image pour scruter chaque pixel à la recherche du moindre défaut optique. Après, oui, je dois préciser que cet écart de qualité ne se ressent pas pour des images destinées à être visualisées sur un écran ou destinées à de petites impressions pour un album photo ou un cadre, ce qui représente quand même la majeure partie des images qu'on va produire. Pour un grand tirage destiné à être exposé dans une galerie ou pour une prestation professionnelle, là, le plein format est un choix justifié car on a besoin de la meilleure qualité d'image possible. Mais dans tous les autres cas, ce gain de qualité est négligeable. Je trouve qu'on en fait des caisses avec la plage dynamique et la qualité d'image. C'est pas aussi important qu'on voudrait nous le faire croire et ça ne rendra jamais nos photos meilleures. Deuxième avantage, un effet grand angle. Une idée reçue que j'entends souvent, c'est qu'un plein format a un champ de vision plus large que l'APS-C et le micro 4 tiers et on voit souvent ce genre de schéma qui montre de quelle manière le capteur recadre une portion de la scène. Ça prête à confusion parce que c'est à moitié vrai et à moitié faux. En fait, ce schéma est valable si on utilise exactement le même objectif sur les trois capteurs. Si j'utilise un objectif de 50 mm destiné à du plein format sur mon plein format, le coefficient multiplicateur est de 1 et me donnera une focale apparente de 50 mm. Jusque là, rien de plus simple. Par contre, si j'utilise ce même objectif sur un capteur qui ne lui est pas destiné, par exemple sur un APS-C, le coefficient multiplicateur est de 1,5 et me donnerait une focale apparente de 75 mm. Donc oui, le plein format sera plus grand angle que l'APS-C avec ce même objectif dans ce cas précis. Le problème maintenant, c'est qu'il y a peu d'objectifs qui sont compatibles avec d'autres tailles de capteurs. On peut monter des objectifs destinés à du plein format sur des boîtiers APS-C, par contre du plein format au micro 4 tiers, à ma connaissance, ça ne marche pas. Et l'inverse n'est même pas possible. On ne peut pas du tout monter des objectifs micro 4 tiers ou APS-C sur un plein format sans obtenir un effet de vignettage. On a donc pour ça des objectifs qui sont des équivalents chez les différents constructeurs. Par exemple, l'objectif grand angle le plus commun sur un plein format est un 24-70 mm. Vous aurez beau chercher, mais un 24-70, ça n'existe pas sur micro 4 tiers. Par contre, on a son équivalent qui est un 12-35. Ce sont les mêmes objectifs, évidemment pas en termes de construction et de qualité optique, mais bien en termes de focale. C'est pour ça que je vous rabâche à quasiment chacune de mes vidéos qu'il faut prendre en compte le facteur de conversion et qu'il faut multiplier par 2 la focale de mes objectifs micro 4 tiers pour obtenir l'équivalent sur plein format. Mon 12-35 a exactement le même champ de vision qu'un 24-70 sur plein format. Mon petit 100-300 a exactement le même champ de vision qu'un énorme 200-600 sur plein format. Et de manière similaire, vous retrouverez des équivalents pour toutes les tailles de capteurs. Donc non, un plein format n'est pas plus grand angle qu'un micro 4 tiers et un micro 4 tiers n'est pas plus téléobjectif qu'un plein format, tant que vous restez sur des objectifs qui leur sont destinés. Troisièmement, un grand capteur offre un meilleur bokeh. Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan qu'il est possible de créer à l'aide d'une faible profondeur de champ afin d'isoler son sujet. C'est un des 4 effets créatifs dont je vous parlais en début de vidéo. À ouverture égale, les appareils plein format ont une profondeur de champ plus faible par rapport aux capteurs plus petits. C'est-à-dire que le sujet se détachera davantage à f2.8 sur plein format qu'à f2.8 sur micro 4 tiers. Mais en plus de l'ouverture, il y a aussi la longueur focale de l'objectif, la distance du sujet par rapport au photographe, et la distance de l'arrière-plan par rapport au sujet qui entre en compte. De manière générale, le bokeh créé par un grand capteur sera plus doux, plus agréable et le sujet se détachera davantage. Si c'est quelque chose d'important pour votre travail et que vous adorez les billes de bokeh bien rondes, alors partez directement sur un plein format. Mais encore une fois, en paysage, on ne s'en sert que rarement. La plupart du temps, on préfère au contraire maximiser la profondeur de champ et obtenir une photo nette du premier plan jusqu'à l'infini. Si jamais je ressens tout de même le besoin d'utiliser cet effet créatif, j'en ai la possibilité. J'ai des optiques lumineuses qui ouvrent à f2.8, j'ai une focale fixe à f1.7 qui est faite exprès pour ça. Mon bokeh sera moins intense et moins esthétique que ce que peut offrir un grand capteur, mais ça ne me gêne pas parce que ce n'est pas ce que je recherche en priorité sur mes images. Et ce n'est pas non plus ce que recherchent la plupart des photographes de paysage. Quatrième avantage, un grand capteur offre de meilleures performances en basse luminosité. Sur ce point-là, j'y reviens un peu plus tard. Et on passe directement au cinquième avantage, un meilleur autofocus. Je sais pas si c'est un problème commun en micro 4 tiers ou spécifique à Panasonic, mais c'est vrai que mon autofocus a toujours été à la traîne par rapport à ce qui se fait sur d'autres boîtiers. Par temps ensoleillé, il n'y a pas trop de soucis, mais quand je photographie une scène peu contrastée par temps couvert, il aura tendance à patiner et va mettre quelques secondes à réaliser la mise au point. Quand j'ai testé pour la première fois l'autofocus d'un plein format, ça m'a vraiment bluffé. En termes de rapidité et de suivi, c'est la nuit et le jour. Malgré ça, mon autofocus ne m'a jamais dérangé plus que ça, parce que je fais du paysage et que mon sujet ne risque pas de bouger bien loin. Pour des sujets un peu plus complexes comme des vagues en mouvement ou des étoiles, je me sers simplement de la mise au point manuelle. En tout cas, même s'il peut être frustrant de temps à autre, j'ai jamais raté une scène qui se présentait à moi à cause de mon autofocus. Par contre, pour un photographe qui couvre des événements, qui va faire de l'animalier, de la photo de rue, du portrait, c'est indispensable d'avoir un autofocus réactif et fiable afin de capturer un instant qui peut durer seulement une demi-seconde, comme une émotion sur un visage ou une attitude d'un animal. Dans ce cas, le plein format est un choix justifié, mais pour nous, photographes de paysage, un meilleur autofocus, c'est plaisant, mais ça ne changera clairement pas la donne. Pour ceux pour qui c'est tout de même important, Panasonic a sorti tout récemment le Lumix G9 II, et apparemment son autofocus n'a plus rien à voir avec celui des générations précédentes. Je sais pas ce qu'il en est sur OM System, mais apparemment les boîtiers micro 4 tiers les plus récents souffrent beaucoup moins de ce problème. Sixième avantage, un grand capteur offre plus de nouveautés. Chaque année, il y a de nombreuses nouveautés qui sortent pour APS-C et plein format,
tant en termes de boîtier que d'objectifs. Il y a d'ailleurs un parc optique bien plus grand à destination de ces capteurs, parce que de nombreux constructeurs tiers produisent des objectifs qui leur sont destinés. Ça offre un choix beaucoup plus conséquent. A l'inverse, pour le micro 4 tiers, les nouveautés se font plus rares. Le choix d'objectifs est plus restreint et donne parfois l'impression que ces boîtiers ont atteint leurs limites et ne peuvent plus évoluer, malgré la sortie récente du G9 II. Toutes ces nouveautés, qu'elles soient pour petits ou grands capteurs, elles apportent un confort d'utilisation, mais ne feront jamais de nous de meilleurs photographes. On ne fait pas de meilleures photos aujourd'hui qu'il y a 20 ans, parce que notre boîtier produit des images à 60 millions de pixels, fait de la rafale à 30 images par seconde, ou parce qu'on a un objectif qui a un stop d'ouverture supplémentaire. Il n'y a aucun souci à être inférieur de matériel, mais il ne faut pas tomber dans le piège de ne jamais se satisfaire de ce qu'on a, et d'être toujours à la recherche de nouveautés, à la recherche du dernier objet brillant. En réalité, les évolutions d'une année à l'autre sont assez minimes et elles vont plutôt impacter les professionnels. Mais nous, amateurs, on a déjà tout ce dont on a besoin à disposition. Beaucoup de personnes attendent ces annonces, telle la sortie d'un nouvel iPhone. Et je pense que ça les éloigne de la pratique concrète de la photographie sur le terrain. Et puis, même si j'ai dit qu'il y a moins de choix sur micro 4 tiers, en réalité, le parc optique est suffisamment fourni. J'ai trouvé tous les objectifs qui correspondent à mes besoins. Et mon boîtier dispose de toutes les fonctionnalités qui me sont importantes. Je trouve que ça ne manque de rien. Donc je suis pas dans l'attente d'une nouvelle sortie qui viendrait totalement révolutionner ma pratique de la photographie. Et je me répète, mais je pense que c'est important d'apprendre à se satisfaire de ce qu'on a et de ce qui existe déjà. Et enfin, dernier avantage, un grand capteur nous laisse le choix entre hybride ou réflexe. Sur plein format comme sur APS-C, on a la possibilité de choisir entre ces deux types de boîtiers. Le micro 4 tiers, quant à lui, propose exclusivement des boîtiers hybrides. La principale distinction entre hybride et réflexe réside dans leur conception interne. Le réflexe utilise un système de miroir pour renvoyer la lumière captée vers un viseur optique. L'hybride, quant à lui, se passe de miroir, ce qui le rend plus compact, et possède un viseur électronique. Il n'y a pas vraiment de différence de performance entre un hybride et un réflexe. Ça va surtout être une question de prise en main, de ressenti et de confort d'utilisation. Généralement, on va préférer l'ergonomie du boîtier sur lequel on a fait ses premiers pas. Dans mon cas, j'ai fait mes premiers pas avec un hybride, donc c'est sur ce type de boîtier que je souhaite continuer à travailler. Mais je peux tout à fait comprendre qu'une personne habituée au réflexe ou ayant commencé dessus n'accroche pas à l'ergonomie des hybrides. Pour prendre du plaisir à pratiquer, il faut se sentir à l'aise avec son boîtier. Et sur ce point, je trouve ça dommage que le micro 4 tiers n'offre pas ce choix. Et voilà, je vous ai fait la liste de tous les avantages, en tout cas des principaux, et même s'ils ne sont pas indispensables à ma pratique, on peut se demander, en fin de compte, pourquoi s'en priver? Si demain vous deviez choisir entre un petit capteur et un grand capteur, autant prendre celui qui offre les meilleures fonctionnalités, non? Eh bien ça serait le cas s'il n'y avait pas ce compromis à faire, ce qui m'amène au titre de la vidéo, pourquoi je préfère le micro 4 tiers. Si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, ce n'est absolument pas un secret. Pour moi, la photographie de paysage, c'est cette idée de partir à l'aventure. Et pour ça, j'ai besoin d'un matériel qui puisse me suivre où que j'aille, que ce soit en montagne ou en voyage. J'ai besoin d'un matériel compact et léger avec lequel je peux prendre du plaisir sans me casser le dos. Et c'est exactement ce qu'offre le micro 4 tiers. C'est son seul avantage concret, mais c'est quelque chose de tellement important à mes yeux que je le place au-dessus de tout. La différence en termes de poids se situe pas vraiment au niveau du boîtier, mais plutôt au niveau des objectifs. Ce sont eux qui vont faire pencher la balance. Je me suis amusé à comparer le poids de mon ensemble micro 4 tiers avec du plein format pour Sony, Canon et Nikon, et vous allez voir qu'il a quand même une sacrée différence. Pour réaliser les tableaux que je vais vous montrer, j'ai inclus un bon boîtier performant sans pour autant prendre le tout dernier qui vient de sortir, et des objectifs associés au constructeur qui se rapprochent le plus de ce que j'ai en équivalent micro 4 tiers. Donc ça, c'est l'ensemble du matériel photo que j'utilise. Alors j'ai plutôt mis le G9 qui est un peu plus haut de gamme que mon G80, pour que ce soit équitable avec les boîtiers des autres marques. Et avec tout ça, on arrive aux alentours des 2 kg. Chez Sony, on dépasse les 5 kg, et pourtant, ils sont réputés pour la compacité de leur matériel. Chez Canon, on est à un peu moins de 5 kg, mais il manque quand même 100 mm sur le téléobjectif, ça joue beaucoup. Chez Nikon, on est plus proche des 6 kg que des 5, à noter qu'on a quand même 2 fois la focale 180-200 mm. Je suis passé assez rapidement dessus, vous pouvez revenir en arrière et mettre en pause si le détail vous intéresse. J'y ai aussi inclus le prix pour que vous puissiez vous faire une idée du budget, mais c'est absolument pas un argument que je veux avancer. La photographie, c'est un hobby qui coûte cher, peu importe la taille de capteur avec laquelle on travaille. Et je pense aussi que c'est important d'investir dans du matériel de qualité. 10 000 €, ça peut freiner certaines personnes, mais en réalité, il y a toujours moyen de se procurer l'objectif d'un constructeur tiers comme Sigma ou Tamron, et donc de réduire drastiquement le budget, sans pour autant faire de compromis sur la qualité. Par contre, niveau encombrement, même sur ce genre d'objectif, on va seulement grappiller quelques grammes et on restera aux alentours des 5 kg. Ça nous fait quand même 3 kg de différence entre micro 4 tiers et plein format, pour du matériel équivalent. Personnellement, si je peux avoir 3 kg en moins sur les épaules, je prends sans hésiter. Et je n'ai pas inclus de trépied ou d'autres accessoires parce que je n'en utilise pas, mais ça peut encore ajouter du poids. Ce qui va surtout jouer sur le poids de l'objectif, c'est son ouverture et sa focale. Et si je devais recommencer, je n'achèterais pas exactement les mêmes. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les 2 objectifs que je regrette d'avoir achetés, si vous êtes curieux de savoir pourquoi. Par contre, je suis un photographe de paysage un peu particulier. Je suis un très grand fan de téléobjectifs, peut-être même un peu trop. C'est l'objectif avec lequel je suis le plus créatif et avec lequel je m'amuse le plus. Là encore, j'ai une vidéo qui y est dédiée. Donc j'ai forcément un téléobjectif avec moi dans mon sac. Le mien ne fait que 500 grammes et c'est parfait pour mon utilisation. Mais si j'étais sur plein format, je me vois mal partir en montagne avec une optique de 1,5 kg ou de 2 kg. C'est sûr qu'un photographe qui se contente d'un plein format et d'un objectif grand angle n'aura pas du tout ce problème. Mais pour moi, c'est essentiel d'avoir une polyvalence dans son choix d'optique. Quand je me trouve sur le terrain, je veux pouvoir capturer l'immensité du paysage avec un grand angle,
puis dans la foulée, changer d'optique pour pouvoir zoomer sur un détail lointain. Quand j'ai une idée créative qui me vient subitement, je veux avoir à ma disposition l'ensemble de mes objectifs pour m'aider au mieux à transformer cette idée en cliché. C'est une manière de faire qui peut très bien convenir à certains, parce qu'on peut aussi être plus créatif en se limitant à un seul objectif. Mais moi je le vois d'une autre manière. J'ai un appareil photo à objectif interchangeable, autant en profiter. Et puis au-delà de ça, une sortie photo, ça nous garantit en rien qu'on va ramener des photos intéressantes. On peut entre guillemets rentrer bredouille. Le plein format, ça me poserait donc un sacré dilemme, parce qu'avant chaque sortie, je me demanderais est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'embarque cet objectif avec moi? Donc le micro 4 tiers, à mon sens, c'est le meilleur compromis entre taille, poids et compacité d'un côté et possibilité créative de l'autre. Je pourrais toujours trouver un boîtier plus léger, mais si celui-ci n'est pas à objectif interchangeable, je me sentirais limité. Et je pourrais toujours trouver un boîtier plus performant, mais c'est pas ça qui me rendrait plus créatif. Le micro 4 tiers, c'est le juste milieu, le meilleur des deux mondes. Même si le plein format a tous ces avantages que j'ai cités et que je trouve fantastiques, pour moi, c'est incomparable face à la liberté que m'offre un matériel compact et léger. Au final, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est de prendre du plaisir sur le terrain. Avec le micro 4 tiers, j'en prends énormément et je peux me concentrer sur l'essentiel, faire de la photo. J'aurais aimé que la vidéo se termine sur ces belles paroles, mais si je veux être 100% net avec vous, il y a un aspect de mon boîtier que je trouve très contraignant et dont je ne peux pas faire abstraction. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur les performances en basse luminosité, et c'est à mon avis le seul véritable défaut du micro 4 tiers. Je parle spécifiquement de la photographie nuit pour capturer les étoiles ou la Voie lactée, ou même un paysage durant l'heure bleue. Un petit capteur emmagasine moins de lumière, et à partir du moment où les derniers rayons du soleil disparaissent, le manque de luminosité se fait très vite ressentir. Je dois alors monter la sensibilité ISO, et c'est quelque chose que mon appareil gère très mal. Là où sur plein format, on peut facilement monter à ISO 12800, sur micro 4 tiers, ma limite acceptable sera plutôt de ISO 1600, voire 3200 grand max. Au-delà de ces valeurs, mes images seront trop dégradées. Même en couplant mon appareil avec des objectifs très lumineux, les photos que j'obtiens sont moyennement convaincantes. Pourtant, j'ai testé plusieurs solutions pour contourner le problème. J'ai essayé de réaliser des poses plus longues, quitte à ce que mes étoiles soient un peu moins nettes. J'ai essayé des outils de réduction de bruit pour pouvoir toujours travailler avec ma limite max de 3200 ISO. J'ai essayé des logiciels de stacking d'images pour pouvoir fusionner plusieurs photos en une seule qui soit la plus qualitative possible. J'arrive quand même à obtenir quelque chose de potable avec ça, et un post-traitement intensif, mais les images que je crée manquent de quelque chose. Elles n'ont pas cette touche de magie que j'arrive habituellement à avoir sur des photos prises à d'autres moments de la journée. On dit que photographier, c'est écrire avec la lumière. Et forcément, s'il vient en manquer, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de raconter son histoire à travers son image. Dans ce cas-là, un plus grand capteur, c'est clairement la solution. Ça offre une bien meilleure gestion de la lumière dans ces conditions, et donc une plus grande flexibilité. J'ai absolument aucun argument pour défendre le micro 4 tiers sur ce point. Et comme la photographie de nuit, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus, c'est pour cette raison que je compte acheter un plein format. J'aurai donc deux boîtiers pour deux utilisations bien différentes, et je ne compte pas du tout laisser mon G80 prendre la poussière. En pleine journée du lever de soleil jusqu'à son coucher, même par temps nuageux ou dans un environnement clos comme une forêt, mon petit G80 a toujours été à la hauteur de mes attentes. Le plein format est largement surcoté. C'est une phrase qui a été entendue à la dernière édition du Salon de la Photo et qui a beaucoup fait parler d'elle. À titre personnel, je pense pas du tout que ce soit le cas. C'est juste du matériel qui répond à des besoins spécifiques et dont tout le monde n'a pas l'utilité. Donc avant de se ruer dessus, il faut se demander, est-ce que le plein format répond concrètement à mes besoins? Même en ne prenant que les photographes de paysage, la réponse sera différente pour chacun, car il n'y a pas une seule manière d'aborder le sujet. Certains se reconnaîtront dans ma manière de pratiquer. L'argument du poids et de la compacité sera pertinent. Et pour d'autres, ça ne leur parlera absolument pas. Quoi qu'il en soit, en photographie, tout est une question de compromis. Le meilleur appareil, c'est pas celui qui aura les meilleures performances, mais plutôt celui avec lequel vous vous sentirez le plus à l'aise et avec lequel vous prendrez du plaisir à faire de la photo. Donc c'est quelque chose de très subjectif en fin de compte. Je me répète encore et encore, mais je veux absolument que vous reteniez ça. Un plein format, malgré tout ce qu'il a à offrir, ne vous rendra pas plus créatif que notre taille de capteur. Faites le choix de ne pas trop vous attarder sur le matériel et de plutôt chercher à travailler votre œil de photographe. C'est ça qui va faire une vraie différence sur vos images. Si vous ne savez pas par où démarrer, vous pouvez par exemple télécharger mon guide gratuit sur la composition en photographie de paysage. J'y partage toutes mes astuces qui permettent d'apporter à mes photos cette fameuse touche de magie dont je parlais. Parmi mes préférés, il y a la séparation, l'échelle de la scène, l'espace négatif ou encore la technique du cadre dans le cadre. Mais c'est juste une idée comme ça. Ou sinon, vous pouvez aussi cliquer sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran où je vous explique pourquoi vos photos sont ennuyeuses et comment faire pour y remédier.